J'ai travaillé longtemps pour le Club Méditerranée, dernière étape, directeur général des opérations Monde. J'ai dirigé un tour opérateur français qui s'appelle Le Voyage. J'ai travaillé pour le groupe Accor. Je faisais partie du comité exécutif en charge de tout ce qui était distribution, production, agence de voyage pour l'Europe. Et puis, pensant que c'était amusant à faire pendant un temps court, de 3 ans, j'ai fini par en faire 12. J'étais directeur général de l'Office de tourisme et des congrès de Paris. Pour quelqu'un qui venait du privé, c'était la volonté du maire Bertrand Delanoë, caractère difficile, mais d'une intégrité rare dans ses métiers. Il me reçoit en dernier rendez-vous, il me dit, voilà, monsieur le directeur, et je lui dis, écoutez, moi, il y a 2 choses. 1, ne me demandez pas de m'encarter. 2, ne me demandez pas de suivre des politiques d'embauche politique, etc. Il me dit, c'est ce que je souhaite, et il a été, sur mes 10 années, irréprochable, sauf la dernière, pas lui, mais ses équipes, mais on laissera ça pour le déjeuner si vraiment le sujet vous passionne. Mais très intéressant pour un opérateur privé de côtoyer le public. Et donc, à partir de là, il y a quelques cas, si ça te suffit comme présentation, je ne vais pas... Après ça, il y a quelques cas intéressants dans ce produit touristique de personnes qui se sont dit, mais comment est-ce que je peux me différencier, comment est-ce que je peux remettre à plat ce qui semble anodin, ou si je prends l'hôtellerie, que ce soit de loisir ou d'affaires, un hôtel, c'est un endroit dans lequel je dors, dans lequel il y a des activités, dans lequel il y a une chambre, il y a un matelas, il y a une salle de bain, il y a un peu de service, et puis voilà. C'est ce qui s'est passé d'une manière historique jusqu'aux années, à la fin des années 90. Alors, je les prends dans le désordre. Je prends le cas de Ryanair. Ryanair est pour nous un cas d'école. C'est quelqu'un qui a pris le problème totalement à l'envers. Il a dit, le client, je m'en fous. Le client, je m'en fous. Je lui offre un prix à partir duquel il ne peut pas me faire de reproches. Et à partir de là, je me moque quasiment de lui en disant, tu as de la chance, cette fois-ci les toilettes sont payantes, cette fois-ci ton bagage, il passe parce qu'il est en dessous du siège et que j'ai abaissé le siège, etc. Donc, c'est un cas qui, pour nous, semblait totalement impossible. D'avoir quelqu'un qui disait au client, lui. Donc, c'est une première réflexion qui a amené beaucoup de gens à se dire, mais est-ce que je peux, moi, faire perdurer ce modèle dans mon métier à moi? Donc, il y a des gens qui se sont posés cette question-là. Je prends le cas des auberges de jeunesse. L'auberge de jeunesse, telle qu'on l'a connue, était un endroit d'hébergement dans lequel il fallait quitter la chambre collective, la salle de bain collective à 11 h, on fermait, et on pouvait revenir à 5 h, 6 h et 7 h, c'est l'endroit où on était. Sont apparus des nouveaux modèles. J'ai bossé pendant quelques années pour en ouvrir 4 en France, une boîte d'origine allemande qui s'appelait Meininger, qui a ouvert des auberges de jeunesse nobles. C'est-à-dire ouvertes toute la journée, c'est-à-dire avec des salles de bain privatives par chambre, des surfaces 3 étoiles, alors qu'une tarification ou au lit ou à la chambre, une cuisine collective en bas dans laquelle on peut venir cuisiner et un frigo dans lequel on peut laisser affaires, et qui a été réellement l'élément qui a secoué tout ce métier et qui a rendu l'hôtellerie dans laquelle je venais froidement prendre une clé, je montais ma chambre, je dormais, je repartais petit, je n'ai pris ou pas, dans quelque chose qui est un peu un lieu de vie et dans quelque chose qui est une réponse économique austère à un véritable besoin de la part du voyageur. Dans la même logique, Mama Shelter. Mama Shelter, au départ, l'hôtellerie, c'est un endroit dans lequel on va dormir avec, par fatalité presque, à cause des normes hôtelières, il faut un bar ou il faut parfois un restaurant sur le classement. Mama Shelter a pris le problème complètement à l'envers. Évidemment, ses origines, fils du fondateur du groupe Club Méditerranée, il se dit, moi je vais créer un lieu de vie avec un bar, un restaurant. Un restaurant valorisé, pour ceux qui s'intéressent à la restauration, son premier avait Sandrans comme parrain de la cuisine, un bar, un décorateur atypique en hôtellerie qui était Stark, et il a fait accessoirement des chambres au-dessus. Ces chambres sont des chambres austères, à tout niveau, pour ceux qui connaissent, donc c'est des matelas de qualité, c'est des lits, quasiment des lits de caserne militaire, un éclairage comme il faut, zéro mobilier superflu, et à partir de cette inversion de raisonnement qui consiste à dire je m'intéresse à la vie du lieu, je considère que je vais derrière apporter une clientèle qui viendra séjourner aussi. Et donc c'est un cas d'école parce que Mama Shelter a réussi, après ça il reste la question de son avenir, a réussi à faire en sorte à ce que ses revenus bar-restaurant représentent 50% de son chiffre d'affaires global. Alors qu'en hôtellerie, quand on arrive à faire 20% du revenu avec la partie restauration, on est content.
et que quand, dans un hôtel, à cause du classement, on peut ne pas avoir de restaurant, c'est la meilleure nouvelle de la semaine. Parce que la restauration est un métier complexe, un métier de petite marge, et donc, ce schéma Mama Shelter pose réellement, apporte une réponse à une forme d'hôtellerie revue et corrigée. La question qui reste, et à laquelle je n'ai pas de réponse, quel est l'avenir d'un Mama Shelter qui aujourd'hui se multiplie parce que c'est un produit qui plaît? Par la force des choses, il va se banaliser. Que va-t-il devenir demain à partir du moment, il y en a à Paris, il y en a à Lyon, il y en a à Bordeaux, il y en a à Marseille, etc. Est-ce que quelque part, je serais surpris, est-ce que la promesse client sera tenue partout ailleurs? Troisième exemple, par deux biais, qui est le cas d'Airbnb. Airbnb a été un drame dans l'hôtellerie, puisque du jour au lendemain, Paris avait, j'arrondis, 80 000 chambres. Arrive Airbnb, accueilli à bras ouverts par la mairie de Paris, on oublie de le rappeler, ils vont intervenir à leur premier congrès qui se tient à la Villette. Airbnb arrive et crée, Airbnb et consorts, crée une capacité quasiment identique en chambres potentielles à celle d'hôtels parisiens. On passe de 80 000 chambres à 80 000 hébergements Airbnb, qui ne sont pas disponibles tous les jours, mais quelque part, là où il y avait un blocage total sur la création de nouvelles capacités hôtelières à Paris, apparaît du jour au lendemain une mémoire supplémentaire qui change radicalement les choses. Si vous vous souvenez, on l'oublie souvent, avant Airbnb, il y avait quelque chose qui s'appelait le couchsurfing. Le couchsurfing, c'est je prête le canapé de mon appartement, je le loue à un petit prix, on se débrouille comme ça. Airbnb, après ça, a basculé sur des hébergements complets, et des hébergements avec la promesse client qui était de dire tu seras accueilli par un autochtone, on va te faciliter l'accès au quartier dans lequel tu te trouves, et tu vas vivre comme ça une véritable expérience. Qui est devenu Airbnb aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent, des logements en photo, on dirait quasiment le catalogue Ikea. Deuxièmement, l'autochtone qui devait accueillir, c'est une boîte à clés, et que par la force chose, c'est devenu une forme d'hébergement, ça a totalement perdu sa promesse client. Est-ce que c'est grave ou pas? C'est pas à moi de juger, mais disons, l'évolution est là. Deuxième aspect d'Airbnb qui est intéressant, et qui était qu'au départ, Airbnb s'était positionné comme une source d'amélioration des revenus pour les hébergeurs qui prêtaient le temps d'un soir, le temps d'une semaine, le temps de 3 mois à l'hébergement. Le problème, c'est qu'Airbnb, c'est très vite. La formule Airbnb a été très vite dévoyée. Dévoyée par, entre guillemets, des réseaux de prostitution qui utilisent des appartements. Récemment, il y a eu un scandale à propos d'un film porno qui était tourné dans un hébergement loué. Et arrive aujourd'hui la dernière dimension, qui est celle de squatteurs qui louent une semaine et qui ne partent plus, changent les serrures. Vous connaissez le schéma. Et face à quoi Airbnb, comme entité, n'est pas capable de livrer à son client, qui est celui qui met à disposition l'hébergement, et lui, non, moi je suis juste intermédiaire, on a évoqué tout à l'heure le sujet de l'intermédiation, on est en plein dedans. Donc, une fois de plus, ce sont un cas et deux facettes d'un même phénomène où la promesse client ne tient pas et ne peut pas tenir pour des raisons juridiques, pour des raisons de développement, d'industrialisation. Dans la même logique, Cheval Blanc. Cheval Blanc appartient au groupe LVMH. LVMH, il y a une quinzaine d'années, un peu plus, décide de se lancer dans l'hôtellerie. Donc, il commence à développer une petite unité de grand luxe avec une signature on ne peut plus discrète qui était on appartient au groupe LVMH. Au fur et à mesure qu'ils ont avancé, je prends le cas de celui qui est sur la Seine, en face du Pont Neuf, on a affaire à des nuitées qui sont à 2 000 €. Une prestation, c'est une toute petite capacité, une prestation qui est appréciée, et visiblement, l'appartenance à un groupe de grand luxe ne semble pas avoir posé problème, donc la promesse implicite et non assumée est admise. La prochaine étape, et c'est là que la partie va devenir périlleuse, mais intéressante à suivre, la marque Vuitton a décidé donc d'ouvrir un établissement à sa marque sur les champs. Vous savez, cette grosse boîte métallique qu'on a sur les champs, ce sera un hôtel. Alors je pense qu'il y aura derrière des bureaux aussi. C'est un hôtel qui va être signé Louis Vuitton. Et là, on a affaire à quelque chose qui, une fois de plus, en termes de perception, d'attente, va être totalement fou. C'est-à-dire qu'on se dit, mais on rentre dans un magasin Louis Vuitton, c'est déjà une expérience très particulière, qui consiste à ne pas intimider, qui consiste à traiter tout le monde. D'ailleurs, les clients de VMH, globalement, toutes les marques, on ne sait plus où les positionner socialement. Tous les critères qu'on a connus ne s'en tiennent pas. Donc là, c'est un exemple qu'il va falloir suivre de près parce qu'il est, une fois de plus, sur l'image, perception client, quelque chose qu'on aurait, il n'y a pas si longtemps, jamais osé faire.
Après ça, tu avais évoqué tout à l'heure le cas d'une petite station balnéaire qui n'est pas une station balnéaire au Portugal. Au Portugal, il y a une petite station qui s'appelle Comporta. Comporta est un produit inventé de toutes pièces par une famille portugaise qui avait des terrains dont ils ne savaient pas trop quoi faire après la faillite de leur banque familiale. Ils décident donc de le mettre et ils arrivent à convaincre une première personne qui est Jacques Grange, décorateur, de dire viens faire une petite maison. Donc il fait une petite maison, les pieds dans le sable, autour de rizières. La mer est invisible parce qu'il faut y a les rizières. Pour ça il y a une énorme dune et puis derrière une petite forêt de pins, et puis derrière il y a la plage qui est une plage qui fait 50 km de long. La mer, il n'y a pas de rocher, il y a rien du tout. Et à partir de Jacques Grange, derrière il y a eu Louboutin qui a construit un petit hôtel après avoir fait sa maison, et s'est développé un espèce de bouche à oreille qui, pour moi, qui est ouvert des établissements un peu partout dans le monde, aux endroits, je n'aurais jamais misé 1 euro sur une destination comme celle-là, mais pas un. Le village de Comporta n'a pas beaucoup de charme, c'est un tout petit village, il y a 2-3 boutiques babaisantes, se sont développés quelques établissements, s'est développé un petit réseau évidemment de personnes étant propriétaires à Comporta, et on est actuellement en train de voir l'acquisition de villas à plus de 10 millions d'euros. Donc là, pour moi, j'ai rendu mon diplôme, j'ai rendu mon CV, je ne comprends pas. Mais bon, ça fait partie de ces choses, une fois de plus, comment le bouche à oreille a réussi à créer quelque chose qui semblait pour moi, j'insiste, j'ai ouvert des établissements à Bali, j'ai ouvert des établissements à Phuket, je les ai jamais ouverts en Maldives. Donc c'est quelque chose que je ne comprends pas, mais c'est comme ça. La clé est clairement unique, c'est le produit. La capacité qu'on a à livrer quelque chose qui correspond au niveau tarifaire et au niveau spécificité à ce qu'on attend. La difficulté, c'est comment véhiculer le message sur cet exemple. Avoir un bon produit, une mauvaise communication ne sert à rien, une bonne communication et un mauvais produit ne sert à rien. Je donne un exemple pour Club Méditerranée ouvre Phuket. J'ouvre Phuket en 1985, l'hiver, saison magnifique. Le Figaro Magazine fait 6 doubles pages sur Phuket, etc. Remarquable. Le problème, c'est que le Figaro Magazine sort l'article sur la fin de la saison d'hiver. Donc les clients arrivent à la saison d'été, qui est la saison de la mousson, 6 mois de pluie. Pas petite pluie, 6 mois de pluie. Donc une fois de plus, toute la difficulté, c'est pas tout d'avoir un bon produit, c'est un bon produit, mais derrière, d'avoir un timing, une addition de facteurs qui permettent de réussir le pari. Donc le tourisme, c'est rien d'autre qu'un produit. C'est un produit avec un emballage qui est démesuré, donc qui est toute une source de danger. Il y a la question de la fidélisation de tourisme est de plus en plus difficile. Un client aujourd'hui qui va séjourner dans un hôtel 5 étoiles va prendre un Ryanair et va aller séjourner à un moment de sa vie dans une auberge jeunesse nouvelle génération, comme il y a Joe & Joe, comme il y a Meininger, il y en a quelques-unes qui se sont développées. Donc la fidélisation se fait sur l'assurance qualité du produit. Je vais sur celui qui m'a offert un produit conforme à ce que j'avais espéré, attendu et consommé, et je vais vers quelqu'un envers qui je pourrais parler, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de la déconsolidation de la transaction touristique. Le problème de la consolidation, c'est qu'on ne sait plus à qui parler. Donc à un moment, l'hôtelier dit « c'est pas moi, c'est l'intermédiaire qui vous a vendu ». Et donc il y a un véritable sujet autour de cette fidélisation. La fidélisation se fait donc sur la garantie qu'on a d'avoir un produit conforme aux attentes, quelles qu'elles soient, et d'avoir un interlocuteur. Après ça, la question sur le patron. Alors ça, c'est dans le tourisme, c'est une vraie belle question. Dans l'hôtellerie, le patron a quasiment disparu. Quand vous séjournez dans des hôtels, on est ici dans un hôtel, on n'a pas vu le patron dire bonjour, bonjour monsieur Manuel, merci d'être venu chez nous. L'hôtelier est devenu un administratif qui gère en France surtout beaucoup de ressources humaines et qui est fort peu disponible pour les clients, faute de temps ou faute même de l'évolution du profil du métier. Le cas très particulier dans le tourisme de loisirs, et le Club Méditerranée ayant été là-dessus, on va dire un peu précurseur, c'est que le patron, que l'on appelle un chef de village, déjà on ne l'a pas appelé directeur, on le tutoie de moins en moins, mais on continue à considérer le tutoiement comme l'approche dédramatisante de la relation. Le chef de village au Club Méditerranée n'est pas du tout un administratif, c'est pas quelqu'un qui a fait des études, on va dire, de gestion quelconque. Moi j'ai eu à gérer un ancien missionnaire de Katanga
J'ai eu à missionner des plongeurs, des danseurs du Moulin Rouge, une population totalement, on va dire, hétéroclite, mais qui avait un fond, qui était un fond d'une personnalité spécifique et qui était à même d'être sensible à ce que les autres attendaient de lui. Et la grande réussite du Club Méditerranée vient beaucoup là-dessus. Je raconte une anecdote qui est vieille, très vieille. Le Club Méditerranée, qui a été précurseur dans beaucoup de choses et qui a raté beaucoup de ses tentatives, décide, il y a des décennies de ça, d'affréter un bateau russe pour faire un tour de Méditerranée, mais avant même que les compagnies de croisière s'y mettent. Donc ils embarquent le bateau, un bateau russe, équipage ukrainien, bloqué à Palerme pour des raisons administratives. Le directeur, le chef de village du bateau, bloqué, les clients à bord, qu'est-ce que je fais? Il appelle le siège. Il appelle le siège lui répond, le patron des opérations, qui est un peu un de mes mentors, lui dit, mon cher X, tu as un CDI. À bientôt. Et donc, il y avait une responsabilisation et une perception d'appartenance à l'entreprise qui est très particulière, qui est le fruit de hasard, qui est le fruit de l'après-guerre, qui est le fruit d'être une mentalité d'un kibbutz totalement laïque, avec aucun lien avec la religion. C'est une addition de facteurs qui ont créé cette entreprise très particulière. Et pour revenir au directeur, dans le loisir, il y a encore des directeurs. Mais combien d'établissements de loisirs dans lesquels vous avez séjourné? Vous avez affaire à un directeur qui est un directeur qui vient de l'hôtellerie d'affaires, qui s'habille comme un pingouin, qui oublie qu'il est dans un lieu de loisir et qu'il doit quelque part ressembler aux produits qu'il livre. Et donc, il y a sur cette, pour revenir au rôle du directeur, c'est un sujet dans les métiers du tourisme très compliqué. Et que probablement les plus belles réussites ne sont pas de personnes qui sont au départ des hôteliers, mais qui sont des personnes qui savent sentir ce que le client attend et se mettre à leur place. Mon missionnaire du Katanga, mon belge, il était au Maldives, il avait une grosse clientèle japonaise. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la première leçon avec un masque et un tuba. Il se mettait au bord de l'eau, il avait 40 japonais autour, on dirait le Christ. Il donnait sa leçon, il ne parlait pas un mot de japonais, il était impressionnant. Le paréo était très très bas parce qu'il avait un ventre énorme, mais en termes de souvenirs, etc., c'est la chose la plus importante que les Japonais ont vécue pendant ce séjour. Ce type-là était capable de traiter les problèmes des clients, et quand il y avait un problème plus technique, il avait des équipes derrière, mais qui étaient sous ses ordres pour traiter le sujet. Le cas du Japon dans le tourisme est un cas, alors chacun a ses lubies, moi je pense que c'est le Japon. Il y a deux pays à suivre de près, c'est les États-Unis et le Japon, on les aime ou on les aime pas, mais c'est un fait. Au Japon, aujourd'hui, on est en train d'assister à une baisse significative des voyageurs japonais. Les Japonais ne vont plus à l'étranger. Les Japonais restent de plus en plus en Japon. Les Japonais restent de plus en plus entre garçons, entre filles, visitent de plus en plus le Japon. Et il y a des vraies questions à se poser derrière ce mouvement, qui est un mouvement de fond. Paris a accueilli plus d'1 million de visiteurs il y a quelques décennies. On est aujourd'hui à quelques petites centaines de milliers. Les Chinois sont en train de suivre une même tendance pour des raisons un peu politiques. Mais les Chinois ont été à Paris des millions. Aujourd'hui, on est très en dessous du million. Et donc, il y a quand même à se poser la question, et je finis par là, sur la banalisation de cette expérience client. Parce que dans le tourisme urbain, je suis un voyageur qui veut visiter Barcelone, Tokyo, Hong Kong ou La Paz. Je prends La Paz, ça ne répond pas. Les vitrines des marques de luxe sont les mêmes, exactement les mêmes. Là où il y a des touristes, il y a exactement les mêmes produits touristiques déclinés aux pays dans lesquels on se trouve. On se retrouve de plus en plus dans des destinations qui sont des destinations où il n'y a plus de vie locale, où il y a uniquement une vie entre touristes, un commerce pour touristes, des horaires pour touristes. Et donc tout ceci pose, et je finis par là, la vraie question de fond quand on est dans le tourisme, c'est-à-dire quel est l'avenir de tout ceci? Est-ce qu'on sera capable de faire tenir, entre guillemets, cette tendance qui est une tendance charmante et terrifiante, d'une industrie qui aujourd'hui pèse beaucoup trop pour la supprimer. Le tourisme pèse, suivant les pays, à Paris, il pèse 12-13% de l'activité économique. On sait bien beau de dire qu'on veut arrêter et que nos amis écologiques nous expliquent qu'il faut. On ne sait plus s'arrêter, mais en même temps, comment est-ce qu'on arrive à calibrer tout ceci pour que ce ne soit pas une agression? Voilà, merci. Merci.